En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du foot. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Aujourd'hui, notre invité est Jackie Bonnevet, l'actuel entraîneur adjoint de Claude Puel à l'AS Saint-Étienne. Homme de terrain discret et travailleur, Jackie a tout connu dans le monde du foot. Joueur professionnel, à Sochaux et Marseille notamment, entraîneur principal en Ligue 1 et Ligue 2, directeur de centre de formation et depuis quelques années entraîneur adjoint. Tout au long de sa carrière, il a ainsi eu le privilège d'exercer aux côtés de Gernot Rohr au Niger, Vahid Halilhodžić en Turquie et au Japon, et actuellement de Claude Puel depuis son expérience à Leicester. Lors de notre échange, il nous explique son parcours, nous emmène avec lui dans les différents pays où il a exercé et nous délivre de précieux conseils pour réussir son expatriation. Bonne écoute. Bonjour Jackie Bonnevet, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, très bien. J'arrive de Saint-Étienne. Ouais, voilà, je suis très content de t'avoir aujourd'hui, surtout que tu es en poste en ce moment à Saint-Étienne et là tu avais quelques jours parce qu'on est en plein milieu d'une trêve internationale, donc tu avais une petite fenêtre de tir là où tu étais un peu J'avais libre. une petite fenêtre de tir et pour rien te cacher, j'ai une réunion lundi avec le comité directeur de l'UNICATEF qui est le syndicat des entraîneurs. Ouais. Okay. Donc je fais une pierre 3 coups pour venir te rendre visite, la réunion, et puis voir mon fils et mes petits-enfants. Ok, génial. On a un peu le temps, donc je suis content parce qu'on va pouvoir échanger sur tous tes différents voyages et on va essayer de partir un peu en voyage tranquillement et de discuter de tes différentes expériences. Mais est-ce que d'abord tu pourrais un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bonnevet Jackie. Bientôt 60 ans, au mois de juin, 3 enfants, ancien joueur professionnel, passé un enfant du FC Sochaux où j'ai été quelque part élevé, l'Olympique de Marseille pendant 2 ans, l'arrivée de Bernard Tapie, une année au Havre, 3 ans à Nice, une année en fin de parcours où je me suis blessé au genou au Red Star, mais j'avais très rapidement passer mes diplômes parce que je souhaitais rester dans le football, ce que j'ai fait avec un parcours dont on va peut-être parler longuement, notamment à l'étranger. Exactement, parce que ça, tu le savais depuis toujours que tu voulais devenir entraîneur ? À Sochaux, je suis arrivé à 15 ans, j'ai quitté ma Loire natale parce que je suis de Roanne, et on était déjà initiés à passer rapidement les diplômes d'entraîneur dès notre plus jeune âge. Déjà, quand j'étais au centre de formation avec Yannick Stopira, on entraînait, quand on avait 16-17 ans, on avait déjà en charge des équipes de jeunes à l'école de foot. C'était déjà nous initier à une future reconversion alors qu'on n'avait pas commencé notre carrière de joueur. Ok. Ça continue à se faire, de parler de pas cette plus que ça, mais non. nous, c'était déjà à l'ordre du jour parce qu'on a été, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, éduqués. En sachant que Pierre Tournier, notre formateur, nous avait bien expliqué qu'une carrière, ça durait 10-12 ans dans le meilleur des cas et qu'une carrière d'éducateur pouvait durer 2 à 3 fois plus. Donc c'était important déjà d'avoir un regard d'éducateur dès le plus jeune âge. Et donc ça s'est fait naturellement à la suite de ta carrière et tu as commencé, au bout de combien de temps tu as eu ton premier poste ? C'est-à-dire que j'ai passé mes diplômes pratiquement tout au long de ma carrière de joueur. Et le plus difficile, c'est quand on arrête sa carrière de trouver un poste. Et à ce moment-là, j'avais passé la fin de mes diplômes avec Laszlo Bologna, qui, quand il a pris le poste d'entraîneur principal à l'AS Nancy-Lorraine, il m'a demandé à ce moment-là de devenir son assistant, ce que j'ai fait. Donc voilà, ça c'était le début de l'histoire d'éducateur. Et quelque part, le club de Nancy m'a donné ma chance dans le milieu des éducateurs. Et après, j'ai eu l'opportunité d'aller à Beauvais, qui était en national à ce moment-là. Je pense que me concernant, il fallait faire par méthode et par ordre. J'ai, par le fait du hasard, entraîné toutes les divisions, des moins de 17 ans, moins de 19 ans, réserve, CFA2, National, Ligue 2, Ligue 1, même si ce n'est pas aussi longtemps que je l'espérais, à l'étranger. Donc c'est vrai que j'ai tâté tous les postes avant d'être l'entraîneur principal de Beauvais. Et après, donc on arrive pour arriver tout de suite dans le vif du sujet, après une expérience à Angers en Ligue 2, il y a ta première expérience à l'étranger. Est-ce que, déjà, ma première question, c'est
Est-ce que, même dans ta carrière de joueur, t'envisageais l'étranger? Je me disais toujours pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, joueur, il y avait que 2 joueurs qui partaient à l'étranger, c'était Didier Sixte et Michel Platini. Autrement, personne partait à l'étranger. Après, ça s'est devenu un peu plus commun, entre guillemets. Et en tant qu'éducateur, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis c'est surtout les circonstances qui ont fait. Et puis mon arrivée au WAC de Casablanca, c'est quand même des petites anecdotes assez surprenantes. Ouais, si j'ai le temps de faire assez court pour t'expliquer, c'est que quand je quitte, je suis demandé par un club au Qatar qui s'appelle Al Khor, qui a d'ailleurs été entraîné par pas mal de Français, dont Alain Perrin aussi. Et ce club me demande d'aller venir les rencontrer. Et je sentais qu'à travers les premiers échanges, ils voulaient me voir, mais je n'ai pas senti que j'étais une de leurs priorités. J'y suis allé quand même à l'entretien. Je me suis rendu compte que mon anglais était pas mal, mais pas suffisant pour entraîner une équipe. Et puis, pour différentes raisons, ils n'ont pas donné suite. Et puis, j'ai trouvé ça pratiquement normal. Et je me suis dit, bon, premièrement, il faudra te mettre à l'anglais d'une manière vraiment sérieuse, parce que l'anglais scolaire ne suffit pas. Et puis, dans cet entretien, il y avait un Marocain. Et ce que j'ai su par la suite, c'est lui qui a susurré mon nom aux dirigeants du WAC de Casablanca. Comme quoi, si je n'avais pas été à cet entretien, certainement que je n'aurais pas atterri, ou tout au moins, je n'aurais pas été demandé par le WAC de Casablanca. Comme quoi, c'est des circonstances très particulières. C'était ma première expérience. Et donc, le Maroc, c'était pas très loin, c'était francophone. Je me suis dit, et pourquoi pas ? Par contre, le WAC de Casablanca avec le Raja sont les 2 plus gros clubs marocains, avec les Rajaouis, les Wydadi, donc c'est quand même des grosses machines, avec le Phare de Rabat aussi, qui est le 3e grand club. Et je me suis dit pourquoi pas, et voilà comment j'ai atterri au WAC de Casablanca. C'est pas plus compliqué que ça. J'aime bien ce pourquoi pas. Ouais. Et le premier épisode que j'ai enregistré, c'était avec Alain Fiard, qui était en même temps que toi au Maroc. Oui. Quasiment. Oui, il m'a invité chez lui. Et moi, j'avais été surpris. C'était sa première expérience aussi. Ouais, aussi. Et quand j'avais vu qu'il avait déménagé tout, notamment son piano, j'étais un peu inquiet parce que je savais très bien qu'au Maroc, c'était quand même parfois, les postes sont souvent changés. On ne reste pas non plus une éternité. Donc je m'étais dit, bon, il a tout déménagé. Il est courageux, cet homme-là. Et c'était resté un petit peu une petite anecdote entre nous. Et toi, t'es parti tout seul par contre? Oui, tout seul et puis qu'avec ma valise. Hein. Ouais. Non, je suis parti aussi avec José Pinault qui a été longtemps mon assistant, que ce soit à Beauvais, à Troyes. Et il est venu aussi me rejoindre. Il venait même si plus temporairement parce qu'il avait des enfants en très bas âge. Lui, moi, les miens étaient déjà un petit peu plus grands. Donc, il est venu avec moi. On était tous les 2 avec le staff marocain, bien entendu. Mais je voulais la poser aussi, mais on peut déjà en parler. Parce que c'est quand même ces décisions où t'es parti, t'avais quand même tes enfants en France. C'était pas un frein pour toi ou comme pour beaucoup de personnes peuvent se dire moi je vais pas là-bas parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Comment ça se passe? Vous avez l'habitude, les footballeurs, les joueurs, entraîneurs, de prendre la valise? C'est un peu complexe parce que bon, j'avais mon fils qui était plus vraiment avec nous, j'avais encore 2 filles qui étaient avec nous, et donc pour ma femme, c'était quand même compliqué de s'occuper toute seule. Donc, alors que moi, oui, c'est des décisions difficiles à prendre parce que on quitte et on veut pas emmener toute sa famille pour pas les déstabiliser. Ils ont un programme scolaire à suivre, donc ils ont une forme d'équilibre qu'on peut pas non plus tout chambouler en sachant qu'à tout moment on peut être remercié. Donc moi, ma femme m'a laissé aller là-bas parce qu'elle se disait pourquoi pas tenter cette aventure. Alors c'est vrai que ça a été pour eux aussi sympa parce qu'ils venaient de temps en temps. Et comme c'est pas loin, il y a Maroc, 2 heures et demie d'avion de Marseille ou de Montpellier, c'était assez rapide. Donc ils sont venus assez régulièrement visiter, me voir et voir comment était le Maroc. Donc c'était aussi très enrichissant pour eux au niveau découverte. Et après, tout au long de ta carrière, après on continuera dans tous tes voyages, parce qu'on va voir que tu as fait quand même beaucoup de pays. À chaque fois, c'était ça, tu partais tout seul, et ta famille venait te voir de temps en temps. Au fur et à mesure du temps, ils venaient de temps en temps, et puis comme mes enfants, après, j'oublie pas que maintenant mon fils a 38, ma deuxième fille en a 34, donc après ils avaient leur vie, puis ma femme venait, comme elle a pu venir dans les pays suivants, Japon, Angleterre, etc., elle venait régulièrement, et de temps en temps, elle restait assez longtemps d'ailleurs. On n'avait plus la charge, entre guillemets, des enfants qui étaient autonomes. Oui, c'est pour ça que souvent on voit les entraîneurs qui partent à l'étranger, soit ils sont très jeunes, soit c'est des gens qui ont déjà eu des enfants qui sont déjà un peu plus grands et qui peuvent, qui se permettent... La norme, c'était un petit peu ça, on part quand les enfants sont élevés. Bon, après, la donne a changé parce que je crois que parfois, si on veut travailler, à l'étranger, c'est des opportunités extraordinaires. Que si on a un petit peu d'ouverture d'esprit et d'opportunités, je pense qu'il faut les saisir et on en revient avec des expériences fantastiques. Et justement, une fois, tu m'en parlais, donc quand tu es arrivé au Maroc,
C'était assez surprenant parce que le président El Mandjra, avec qui je suis toujours en contact, parce que le Maroc, il faut répondre les dates, mais c'était quand même c'était il y a plus de 15 ans. À l'aéroport, il est venu me chercher. Il m'a emmené chez lui, il avait une très belle maison, et puis il m'a dit allez on fait un petit foot, et il y avait tout un tas de gens, on s'est mis en maillot de bain, on a fait un foot, on se connaissait pas, on s'est baigné, on a bien mangé, c'était très agréable, et en fin d'après-midi, on a parlé d'une éventuelle collaboration. Donc déjà, l'accueil était complètement différent et la notion de président était totalement différente avec quelqu'un de beaucoup plus d'une proximité que je n'avais pas connue, quoi. Après, à 3 Beauvais, on t'avait pas fait ça à ton arrivée? Non, pas vraiment. Non, c'était différent, Et ça s'est bien passé là-bas? Parce que quand même, comme tu dis, il y a une grosse ferveur et tout. On a eu une bonne période. On a été pratiquement dans les premiers pendant très longtemps. On a participé notamment à la finale de la Coupe du Trône, qui est la finale de la Coupe du Maroc, que nous avons perdu au pénalty contre le Phare de Rabat. Après, ça s'est terminé carrément pratiquement à la fin. C'était une expérience superbe. Mais il est vrai que quand on fait des derby Wak Raja, il y a 70 000 spectateurs, c'est la folie, quoi. C'est assez impressionnant. Ils sont obligés de faire le match à 15 heures parce que s'ils le font en fin d'après-midi ou en soirée, ça peut dégénérer. Donc non, il y a un public assez exceptionnel dans ce stade extraordinaire. Ouais. Donc c'est des grands moments. Ouais. Et tu t'y plaisais bien au Maroc? Ouais, moi je me suis toujours bien adapté et puis, je crois qu'il faut avoir un regard, et on aura peut-être l'occasion d'en parler quand on va à l'étranger. Je crois qu'il faut une ouverture. Et partout où je suis passé, j'ai toujours habité dans le pays tout le temps, même quand j'étais dans des sélections. Hein. Ouais, je n'y allais pas dans un côté mercenaire, on arrive 2 jours avant, on part 2 jours après. Que ce soit au Niger ou d'autres pays, j'ai toujours habité là-bas. C'est important pour toi? Je crois que quand on va dans des pays comme ceux-là, je pense qu'on doit, et je l'ai noté pour ne pas l'oublier, je crois qu'on doit amener une valeur ajoutée. On est quelque part un étranger. Il y a la notion d'ambassadeur, il y a une notion de représentativité, d'exemplarité. Et je crois qu'à partir de là, on dit souvent quand on porte un maillot, on porte un drapeau. Donc on est représentant du foot français. Je crois qu'il faut bien se comporter. On est bien entendu amené à avoir une expertise, une compétence. Et il faut la faire valoir. Voilà. Donc toutes ces notions sont à mon avis déterminantes pour faire passer ces idées et que les gens sentent qu'on est à l'aise et que c'est pas pour du faux, qu'on y va pour passer des bons moments, découvrir des choses et puis faire des résultats parce qu'on est quand même là pour ça. Ouais, c'est vrai que justement, en Afrique notamment, il peut y avoir maintenant un peu un mouvement de est-ce que les sorciers blancs, qu'est-ce qu'ils nous apportent vraiment? Mais bon, après, ça va dépendre de chaque personne qui arrive et ce qu'il veut apporter au pays. Oui, je crois qu'il faut s'adapter, s'imprégner, découvrir, voir des gens, faire des visites, lire l'histoire du pays et puis surtout aller dans les clubs. Et à partir de là, on peut mieux comprendre le fonctionnement. Et je crois que c'est très très intéressant dans chaque pays avec des us et coutumes particulières. Hein. C'est le Japon, c'est pas le Niger, c'est pas les Émirats et tout ça. Donc après, on doit bien entendu être la personne qui doit être adaptable, qui doit s'adapter et puis qui doit aussi amener, comme je l'ai dit, une valeur ajoutée. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire venir un entraîneur français dans un pays ou dans les pays qui nous sont demandés. Voilà. Il faut s'adapter au contexte. Quand tu parlais d'argent, bien entendu que c'est important. On ne peut pas dire que ce n'est pas important de bien gagner sa vie à l'étranger. Je crois qu'il faut aussi dire les choses. Je crois qu'il faut être bien rémunéré, c'est ce que je pense, c'est le respect qu'on a. Par contre, en échange, on a aussi des devoirs d'être exemplaire à tout point de vue et d'amener, pas seulement au cours d'un match, amener des idées, d'amener une formation quelque part à la française qui est remarquablement donnée par la DTN, qui est sans arrêt remise au goût du jour. Ce que j'ai pu apprendre il y a quelques années, qui était remarquable sous l'ère Gérard Rouillet, Aimé Jacquet, Jacques Revoisier et tous ces gens qui sont très brillants. Et maintenant qu'il y a une relève avec des nouveaux codes, des nouveaux fonctionnements, un nouveau management avec des nouveaux joueurs qui ont un nouveau fonctionnement, je crois qu'il est important de le transmettre dans les pays où on va. Et c'est vrai que la DTN s'adapte très bien à son époque. Oui, ça fait partie je dirais que c'est la grande école où moi je retourne toujours à Clairefontaine avec énormément de plaisir parce que j'ai toujours l'impression d'être en formation permanente, d'apprendre des choses, de renouveler. Et ce qui est fait est en tout point remarquable. Et par contre, au Maroc, t'es resté que 7 mois, mais bon, on est dans la moyenne des entraîneurs au Maroc. Au Maroc, un entraîneur qui reste 1 an, je pense qu'il est champion, ou il gagne la coupe,
ou voilà, mais j'avais, comment dire, je ne sais pas si je peux dire conseiller, mais quand le WAC cherche parfois un entraîneur, il me demande, et une fois ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient un entraîneur français qui était champion de France, qui parle bien sûr français, c'était pas obligatoire de parler une autre langue. Et j'avais pensé à René Girard, que je côtoie régulièrement parce qu'il habite pas très loin de chez moi en Camargue. Moi je suis à la Grande Motte et lui il est à Vauvert. Mais il est resté 2 mois. Il a eu la malchance de perdre 2 matchs importants. Ça ne s'est pas éternisé, mais moi je l'avais prévenu. Je lui avais dit, tu sais, c'est très très surprenant. On le sait, quand on va au Maroc, on sait. On le sait. Ça fait partie des choses, je dirais pas normales, mais qui peuvent arriver. Voilà. Et comme tu dis, toi, tu es encore en relation avec le président, alors qu'au bout de 7 mois, il t'a licencié. Mais bon, c'était tout allait bien. Il m'a licencié, il m'a dit, voilà, écoute, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, écoute, vu comme ça, je pense qu'il est peut-être mieux, donc on en reste là à ce moment-là. Il m'a dit, oui, voilà. Moi, j'ai gardé de très bons relations. J'ai été remercié parfois et j'ai toujours essayé de trouver des arrangements gagnant-gagnant pour tout le monde et puis de garder des bonnes relations avec les gens, la preuve. Ouais. Et après cette expérience, tu t'es pas dit, allez, c'est bon, j'ai ma valise, je continue à voyager. Là, tu es rentré en France parce que tu as eu une opportunité. C'est qu'une histoire d'opportunité, pratiquement, ce métier. C'est-à-dire qu'après, Niort m'a demandé. Après, il y a eu le club de Nantes qui m'a demandé d'être directeur de son centre de formation quand Garnotter a pris l'équipe pro. Après, ils m'ont demandé de m'occuper de l'observation des joueurs. Je l'ai fait, donc je suis resté 2 ans à Nantes. Et puis après, il y a un vrai départ là aussi. Après avoir travaillé avec Garnotter, avec qui on avait des affinités, on s'est bien entendu, il a été demandé par le Niger. Et il m'a demandé, et je me suis redit, pourquoi pas? Alors que le Niger, j'ai bien regardé la carte pour savoir où c'était situé, dans l'ouest pays africain, à côté du Tchad, de l'Algérie, de tous ces pays. Qui n'a pas accès à la mer. Qui n'a pas accès à la mer, qui est un pays qui est devenu ces dernières années un peu plus compliqué pour les raisons que l'on sait. Pour rien te cacher, l'histoire avec les gens vers les girafes, qui a eu cet attentat, etc. On y allait régulièrement voir les girafes. Donc maintenant, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué, mais j'ai passé 2 ans fantastiques en faisant la Coupe d'Afrique là-bas. Ah ouais. On a participé à la Coupe d'Afrique, on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique qui avait eu lieu en Afrique du Sud. Et on était basé à Port-Elizabeth, dans le plus sud qui est possible, au bord de la mer, en Afrique du Sud. Non, c'est des expériences assez incroyables. Et donc, tu n'as pas vraiment hésité quand Gernot Rohr t'a demandé, viens, on y va. Tu t'es dit, ouais, on y va. Je veux dire, ça t'a pas fait peur Non, je me suis dit, Niger, une équipe sélection, africaine, une sélection. C'était pour moi une première, de m'occuper d'une sélection. Ça s'était bien passé avec Gernot. Il y avait la possibilité de se qualifier pour la CAN. On s'est dit pourquoi pas. On s'est qualifié. On a fait la CAN, qui est quand même un grand moment en Afrique du Sud. En plus, en Afrique du Sud, avec tout ce que ça représente. Et donc, tu as décidé, toi, comme tu disais, de vivre sur place. Tout le temps. Ouais. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est que ça s'est fait et je me voyais pas du tout d'un seul coup repartir. Donc le Niger est un pays particulier où il fait une chaleur incroyable. Il fait très très chaud. Entre-temps, j'avais déjà fait les Émirats Arabes Unis. Oui, c'est vrai, ça on a sauté cette expérience. C'est-à-dire qu'après le Maroc, je suis allé directement à Dubaï. Avant de rentrer en France, ouais. Avant de rentrer en France, entre tout ça, après le Maroc, j'ai fait 1 an avec la sélection nationale des moins de 20 ans. Ouais, bien sûr. Et Bruno Metsu, qui s'occupait des A, avec qui j'avais de très bonnes relations, m'a demandé de venir vivre cette expérience. Donc moi, je suis venu pour participer à la Coupe d'Asie qui avait lieu à Calcutta. Donc je suis venu pour une mission d'1 an avec ces moins de 20 ans. Et nous avait rejoint progressivement Alex Dupont. Vous voyez, donc des fois, il y a beaucoup d'émotions avec ces 2 personnes qui sont décédées et qui étaient des amis, qui lui s'occupait de l'équipe olympique. Donc nous étions tous les 3 à Dubaï pendant 1 année avec chacun une équipe nationale à coacher, à manager. Donc c'était aussi une expérience extraordinaire, quoi. Et même de les côtoyer, d'être tous les 3 on était tous les 3, on discutait du foot toute la journée. On était une sélection, donc on allait se voir jouer mutuellement. Voilà. Je me souviens qu'Alex était venu avec moi à Calcutta quand on a fait la Coupe d'Asie. C'était une aventure assez incroyable. Et puis en plus, moi, je visitais les clubs. Je ne restais pas à la fédération toute la journée. J'allais visiter tous les clubs partout dans les Émirats. Donc, j'étais aussi en mode découverte du club, mais découverte de la région. Ouais.
À chaque fois. En vrai, tu dois comprendre là où tu es. Sinon, tu peux pas entraîner une équipe sur place. Si tu comprends pas la culture, les gens en Afrique, les différentes ethnies, si tu t'adaptes pas et si tu fais pas ce travail-là, c'est impossible d'entraîner une équipe sans connaître Je le pense fonctionnement. que le message, il est peut-être plus compliqué à faire passer, il me semble, parce que les gens sentent si les gens se plaisent, s'ils s'investissent dans la vie. Mais Niger, quand même, par contre, parce que voilà, là, on revient au Niger en 2012-2014, quand tu étais l'adjoint de Gernot, ça doit être quand même plus difficile, la vie là-bas, justement. On n'est pas en France, on n'est pas à Dubaï. Non, c'est la difficulté. On passe de Dubaï où il y a quand même un luxe assez incroyable avec une fédération très riche. Et on arrive au Niger dans un contexte différent, comme je l'ai dit, de chaleur. Moi, je connaissais la chaleur à travers Dubaï et c'est déjà pas mal. Et le Niger, c'est encore un cran au-dessus avec une climatisation qui est peut-être pas aussi perfectionnée parfois dans certains lieux qu'aux Émirats Arabes Unis. Donc après, c'est une adaptation au contexte, et comme je peux le dire, le Niger, ça peut être vécu d'une manière compliquée, difficile, voire peut-être stressante, mais si on peut faire en sorte d'avoir des bons repères, ça peut être un pays fascinant, comme moi j'ai pu le connaître. Ouais, tu dis que tu as connu un bon côté. J'ai eu un bon côté parce que déjà, je suis resté 2 ans et j'ai habité 2 fois, pas à l'hôtel, mais chez des Français qui m'avaient gentiment invité la première année où j'étais un peu sceptique parce que je ne voulais pas m'imposer chez des gens. Et après, la première couple qui m'a reçu, Eric Chiano et son épouse, ont eu un enfant, donc je me sentais un petit peu trop. Et c'est une autre personne qui a souhaité absolument que je vienne, Stéphane Mallet, qui était français et qui était marié avec une fille du pays. C'était super, ils avaient des enfants, je les emmenais à l'école, c'était magnifique, on était bien, et lui il était pas coloc, c'est génial. Ouais, j'étais vraiment, voilà. Et lui il était, pas du tout dans le foot, hein, pas du tout spécialiste du foot, il était plutôt un conseiller du président de la République Issoufou, ce que je savais pas au départ en plus. Donc c'était un Français qui était conseiller. Voilà, donc c'était qui avait des affaires là-bas, et donc on s'est rencontrés, et puis de fil en aiguille, je suis resté là-bas 1 année, on s'est bien entendu, et on est toujours en contact, où je l'ai pratiquement tous les 15 jours. Et il suit Saint-Étienne, comme il a pu suivre Leicester, comme il a suivi l'équipe du Japon, et ça fait partie des belles rencontres qu'on peut avoir dans ce parcours qui est le mien. Bien sûr, et donc lui, il t'a bien aidé à t'adapter, à comprendre. Ah bah oui, il y a certains moments, notamment pour des moments où on n'est pas rémunéré, donc il peut expliquer les choses. Il faut savoir qu'en Afrique, il peut y avoir du retard si tout n'est pas aussi carré qu'on veut bien on pense qu'on va arriver en étant un petit peu dans le mode d'un management un petit peu vertical, alors que là-bas, c'est plutôt transversal, hein, c'est plutôt écouter, convaincre, de l'empathie, de la proximité, une vie très agréable en dehors, c'est plutôt ça. Et à partir de là, après, on peut faire passer son message. Mais si on arrive en un côté un petit peu sévère, c'est plus compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses là-dedans, mais ça devient un petit peu compliqué. Et on apprend à travers des joueurs africains qu'il y a un fonctionnement où on doit s'adapter et comprendre les choses. Voilà. Et toi, les joueurs, ils jouaient au Niger à cette époque? Il y avait des joueurs qui jouaient en Europe, et certains jouaient, la plupart jouaient quand même au pays. Donc j'allais les visiter. Il y avait un vrai championnat. Il y avait un vrai championnat qui était parfois sur des terrains synthétiques, sur des températures assez incroyables. Et je me suis rendu compte que parfois, quand on recevait les adversaires, on jouait à 15-16 heures. Ça m'avait assez impressionné pour la chaleur. Mais les joueurs étaient vraiment habitués. Et ça surprenait surtout nos adversaires. Donc c'était une tactique de comme jouer. Ceux qui reçoivent en altitude. Voilà. C'était bénéfique pour nos résultats d'ailleurs. De recevoir à 15 heures au milieu du désert. C'était pas innocent, mais moi sur le banc, je me disais qu'à 1 heure avant le match, j'étais déjà en mode chaleur extrême. Donc ils avaient l'habitude de cette chaleur extrême au Niger. Mais c'était un pays fascinant, et puis surtout le colonel Pelé, qui était le chef des armées, qui était la 2e personne la plus importante après le président Issoufou. On avait un rapport particulier avec lui, et que je le vois encore de temps en temps. Il m'appelle. Il était dans le foot aussi. C'est-à-dire que c'est le président de la fédération du Niger. Et le colonel et le colonel Pelé est le président de la fédération encore maintenant. Et on se parle de temps en temps. Je l'avais invité à Saint-Étienne pour venir nous voir. Il voulait venir, mais avec ce satané Covid, ça sera que partie remise, je l'espère.
Et il connaissait bien, le foot, lui. Ah oui, il suit le foot, il fait partie du comité exécutif de la CAF, c'est quelqu'un d'important en Afrique. Et puis on a eu de très bonnes relations, comme je sais qu'il est en contact toujours avec Gernot Rohr. C'est des liens particuliers, voilà. Ouais. Et surtout une espèce de fidélité au fil du temps. Et donc, tu es resté 2 ans, vous êtes resté 2 ans. On est resté 2 ans à Niamey. On habitait à Niamey, c'était très bien, c'était particulier, quoi. Et c'est pas très loin de la France, non, en avion 5 heures. Ouais. Et 5 heures, tu arrives dans un autre monde. Ah bah oui, c'est un monde particulier, mais voilà. Et quand on parle d'adaptation, c'est vraiment le cas, quoi. Quand on passe de Dubaï au Niger et après on retourne ou à Leicester en Première Ligue ou au Japon, c'est vrai que c'est des mondes quelque part différents avec des qualités et des choses totalement différentes. Donc je pense qu'il n'est pas le moment de comparer, c'est plutôt le moment d'être efficace et de s'adapter aux situations. Et en vrai, et la base de tout, et comme c'est le football, c'est le rectangle vert en fait. Donc foot réunit tout le monde. Le foot réunit tout le monde. C'est la passion de tous ces pays qui ont une passion démesurée, notamment en Afrique, pour le foot. Et ils suivent les matchs à la télé d'une manière incroyable. Et tu as senti, je ne sais pas, parce que je ne connais pas très bien le Niger, mais parce que je sais que dans d'autres pays d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, un peu partout, la qualité des jeunes Africains, elle est impressionnante. Qui jouent dans la rue, il y a une qualité. C'est notre problème, nous, pratiquement en Europe, en France, plus personne ne joue dans la rue. Ouais. Et là-bas, ils jouent partout. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'ils ont une technique. Ouais, c'est ça. Ils ont des lacunes, mais ils ont ce qu'on appelle, nous, un potentiel. Alors, bien sûr qu'on observe des joueurs africains, qu'on essaye de les faire venir. Pour les plus talentueux, on essaye de les développer. Ils ont parfois des gestes de classe. Après, maintenant, il faut les développer, les former, faire en sorte qu'ils soient performants. Alors, Dieu sait s'il y en a qui le sont, et puis d'autres qui ont plus de mal à s'adapter aussi. On va continuer ce voyage et on va continuer à prendre l'avion. 2 ans très intéressants au Niger. Et après, tu changes d'équipe, tu changes de commandant de bord. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on n'est plus payé du tout depuis pratiquement 1 an. Donc moi, j'ai travaillé pratiquement 8, 9, 10 mois sans être rémunéré. Mais bon, on a continué à le faire. Mais après, mon contrat arrivait à expiration. Donc j'avais dit au colonel qu'on allait faire en sorte de trouver un terrain d'entente parce que ce n'est pas la fédération qui avait l'argent, c'est le ministère. Donc il m'a dit tu verras progressivement. Et à ce moment-là, Vahid Halilhodži, qui lui venait de finir la Coupe du Monde avec l'Algérie. Et quelle Coupe du Monde entre nous, magnifique, avec les Fennecs. Et lui, il avait donné son accord à Trabzonspor. En Turquie. En Turquie. Et donc... j'en avais parlé à Gernot, il m'avait dit oui, pas de problème, ça s'est très bien passé avec Gernot. Et j'ai tenté cette aventure avec Vahid, qui est allé dans ce club à Trabzonspor. J'étais parti avec quelques éducateurs. C'est à 150 km de Istanbul, sur la côte est. Donc quand on va là-bas, on atterrit à Istanbul, on prend un autre avion pour aller à Trabzonspor. Et qui fait cette saison un championnat plus que correct. Donc là, on n'est pas resté très très longtemps parce que entre Vahid et les dirigeants, ça n'a pas collé pour la simple et bonne raison qu'ils avaient expliqué à Vahid qu'on allait avoir une équipe pour concurrencer les Beşiktaş, Galatasaray et autres Fenerbahçe. Et force était de reconnaître que ce n'était pas le cas. Okay. Donc ça s'est compliqué dès le départ et entre guillemets, on ne s'est pas éternisé pour cette raison-là. Voilà. Et je dois reconnaître que Vahid, sur ce coup-là, il avait quand même fortement raison. Ah ouais, il a senti que ça n'allait pas le faire. Ouais. Il a senti rapidement que ça n'allait pas le faire. Il a voulu partir très rapidement. On a insisté quand même avec le staff. On était quelques Français, Sandy Guichard, Cyril Moine et tout ça, pour continuer à insister. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça n'allait pas on allait peut-être finir 10-12e, mais il était hors de question. On n'avait pas une équipe pour concurrencer les 3 équipes fortes de Turquie. Vous étiez tous d'accord, tout le staff là, il y avait pas. On l'a vu dès le départ. Que ça allait pas correspondre aux objectifs qui étaient prévus. Donc on s'est séparés amicalement au bout de 4-5 mois, voilà. Et c'était pas un peu, je sais pas, de vision d'extérieur, mais un peu fuir, dire ok, mon équipe elle va pas être au top, mais pourquoi pas faire l'effort d'essayer quand même de les monter le plus haut possible. Il faudra expliquer ça à Vahid, qui est venu pour concurrencer les 3-4 premiers, et il s'est rendu compte que l'effectif n'allait pas correspondre du tout, et il en était loin. Il fallait faire un travail sur plusieurs années, et Vahid n'avait pas donné son accord pour ça, donc ça s'est arrêté normalement, assez rapidement, même si Vahid a été combatif en essayant de... mais au bout
d'un moment, c'est du compte, c'était Mais je vais pas les lui injouable. dire, je vais rien dire à Vaïd. Si on peut lui dire. Donc voilà comment on va dire l'épisode Turquie, assez court Turquie, c'est. Mais j'ai bien aimé les stades, l'engouement, la qualité du camp d'entraînement et des camps d'entraînement. J'en ai visité quelques-uns et puis c'est vrai qu'il y a j'allais dire une passion exacerbée en Turquie. Non, j'ai bien aimé. On est allé aussi à Istanbul, qui est une superbe ville. Voilà, non, c'était une expérience courte, mais pas inintéressante du tout. J'ai une autre question par rapport à tout ça, parce que là, on voit qu'à partir du Niger, tu as toujours décidé de suivre quelqu'un, d'être adjoint d'un entraîneur principal. Est-ce que ça, c'est une décision à toi ou ça s'est fait comme ça, c'est en train de se faire naturellement, ou il y a eu un moment où tu t'es dit non, j'ai plus envie d'être entraîneur principal. Voilà, C'était ça, c'est une décision. Moi, je voulais être entraîneur, donc comme je l'ai dit dans mon cursus, dans le procès, j'ai suivi les choses normalement. J'ai entraîné dans toutes les divisions pendant, je ne sais plus, 11 ou 12 ans, c'est plus d'une dizaine d'années d'une manière continue. Et puis, il est arrivé un moment, je crois que c'était après Niort, où j'ai dit stop, j'arrête. Je serai soit assistant, soit je reprendrai la direction d'un centre de formation. C'est ce que j'ai fait. Donc à ce moment-là, tous les gens autour de moi m'ont dit oui, il est déçu, il a été remercié, non, non. Moi, c'était clair et net. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques propositions, mais j'ai tout décliné et j'ai accepté soit le centre de formation, comme ça a été le cas à Nantes, soit de redevenir assistant, ce que j'avais fait avec Laszlo Bologna pendant quelques années. Et ça, c'était clairement défini, clair dans ma tête. Et à ce jour, je n'ai pas du tout l'envie de réentraîner. Donc ça fait 12 ans. Et depuis 12 ans, je me sens épanoui dans mon poste d'assistant, d'entraîneur adjoint. Et je pense que c'est là que je suis, à mon avis, le plus performant. Voilà. Parce que ce que tu aimes le plus, c'est être sur le terrain, on va dire. Oui, j'aime être sur le terrain, j'aime accompagner des gens. Et puis j'ai accompagné des gens brillants. Ouais, c'est ça aussi. Chacun dans des qualités différentes, mais que ce soit Laszlo Bologna, que ce soit Gernot Ali Lodzi, Claude Puel actuellement, c'est des gens qui sont tous brillants, qui ont tous un passé, qui ont tous un CV, et qui dans des qualités différentes, où on sent aussi qu'il faut de l'adaptation. Et je crois que quand on a été entraîneur principal, je crois qu'on ressent bien les demandes et les attentes de l'entraîneur principal. Ouais, voilà. Ça t'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé. Et puis dans le cursus, qui m'avait dit ça, je ne me souviens plus, il m'a dit, vous n'êtes que 3 dans ce rôle-là, dans le monde du foot, à avoir été au départ assistant, entraîneur de manière durable, au minimum 10 ans, et redevenir assistant. Il y a Jean-Louis Gasset, qui lui après est redevenu entraîneur comme il est actuellement à Bordeaux. Et il y a Guy Stéphane, qui est actuellement l'assistant de Didier Deschamps avec l'équipe de France A. Certains l'ont fait, mais pas d'une manière durable sur une longue période, entraîneur principal. Il y en a qui ont fait assistant, entraîneur 1 ou 2 ans, 3 ans, pas plus, et ils sont redevenus assistants. Mais on est 3, entre guillemets, référencés, et je crois que ça nous permet d'avoir tous les codes de ce qu'attend un entraîneur principal, suivant la personnalité de chacun. Et toi, tu as une casquette en plus, d'où le sujet d'aujourd'hui, c'est ce côté international, en plus. Tu as ce côté-là où on sait que toi, tu t'es adapté dans plein de pays, c'est pas un problème. Comme je te l'ai dit au départ dans l'interview, je me suis rendu compte qu'au niveau des langues, c'est une priorité. Et mes enfants me l'avaient bien insisté là-dessus. Et là, je m'y suis mis d'une manière puissante. Donc, quand je suis retourné aux Émirats Arabes Unis, après les différents épisodes, j'avais un anglais qui était quand même conséquent. En plus, aux Émirats, c'est un anglais plus facile à comprendre, mais j'étais quand même performant pour faire les entraînements et tout ça. Et à partir de là, ça m'a donné aussi de la confiance d'apprendre une langue. J'aurais bien aimé en parler encore une, notamment l'espagnol. Et je crois que si j'ai un conseil à donner à tous les éducateurs, c'est bien sûr de travailler ardemment et le plus rapidement possible les langues. Mais je dis pas, moi je parle l'anglais, mais il faudrait parler aussi une autre langue à mon avis. Espagnol en priorité. Je crois que ça devient indispensable pour moi dans l'entraîneur de demain de manier les langues, parce que déjà dans les effectifs on a énormément de joueurs de toute nationalité et ça permet de mieux comprendre. Et puis quand on revient en France, ça permet aussi de mieux appréhender les joueurs étrangers, de savoir les difficultés et d'avoir un regard différent sur le football, mais pas que le football, et le hors-football, pour qu'ils soient bien équilibrés et les accompagner. Voilà. Parce qu'on connaît les difficultés parfois d'être à l'étranger.
Et après, on a eu l'épisode Japon. Après. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça s'est enchaîné assez facilement, assez naturellement. 2-3 mois après. Toi, t'as pas eu beaucoup de moments de blanc. Hein. Si, j'en ai eu de temps en temps, mais bon, j'ai essayé d'ailleurs de les, de les utiliser, notamment pour les langues, parce que au lieu de se lamenter, je pense qu'il est bien surtout de se bouger et d'être actif cérébralement, parce que déjà, moi, j'essaie toujours de me mettre dans le mode étudiant. Même si je vais avoir 60 ans bientôt, parce que ça me permet, quand il y a quelques chutes, de les amortir un peu plus facilement. Voilà ce que je pourrais dire. Non, il y a eu 2, 3, 4 mois avant. Mais ce qui est marrant, c'est que Vahid, au départ, il n'était pas très chaud pour aller au Japon. Il nous proposait, avec Cyril, quelques pays où on n'était pas très chaud. Et à un moment, il nous a parlé du Japon, que le Japon souhaitait le recevoir. Avoir un entretien avec lui, ben nous, on était à fond pour aller dans ce merveilleux pays. Donc, on l'a bien boosté. Et puis Vaïd, mais lui, il a fait un voyage tout seul, par exemple? Non, il a eu des rendez-vous à Paris. Le premier rendez-vous, il l'a eu seul. Et puis, apparemment, ça s'était bien passé. On avait observé l'équipe du Japon. On avait préparé des dossiers. Vaïd avait préparé des dossiers. Cyril et moi aussi, à travers la Coupe d'Asie, à travers la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter? Et le deuxième entretien a eu lieu avec tous les trois. Et à partir de là, ça a matché. Et on a donné notre accord pour s'occuper de l'équipe nationale du Japon. Voilà. Et ça se passe comment? Tu présentes un dossier? C'était simple. On avait listé et on avait analysé. Moi, j'avais analysé, il me semble, les matchs de la Coupe d'Asie, parce que déjà, avec les Émirats, j'étais quand même avec une culture un peu asiatique. Et Cyril, avec Vaïd, avait observé les matchs de Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on pouvait apporter à cette équipe? Vaïd avait analysé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que cette équipe soit plus performante, pour comment on pouvait faire en sorte d'amener une expertise, une compétence. Voilà. Et à travers cette réunion, où on avait Tetsu Motegi, qui était le traducteur et qui avait fait le relais. Tetsu Motegi, une personne importante qui est japonais, qui parle français comme toi et moi, et qui est sur Paris et qui sert de lien entre les bonnes relations France-Japon, notamment au niveau football. C'est le Florent Dabadi, mais... C'est le Florent Dabadi, et Florent, Dieu sait s'il a été important pour nous au Japon aussi. Mais voilà comment ça s'est passé, voilà comment on a atterri au Japon, voilà. À travers 2 entretiens qui ont lieu d'ailleurs à Paris. Mais il y a un dossier écrit que vous faites? Ah oui, bien sûr. C'est écrit, c'est un vrai... Oui, on fait des dossiers, mais bon, on en parle, les gens expliquent, et c'est des réunions à bâton rompu. Le premier entretien, nous n'étions pas présents, c'est pas Vaïd qui a expliqué comment il voyait les choses, comment on pouvait faire peut-être évoluer ou améliorer les résultats, voilà. En sachant que c'est un pays qui fait depuis de nombreuses années la Coupe du Monde tous les ans. Donc il faut essayer de bonifier pour passer le 2e tour, etc. Donc là, vous êtes pris? Donc là, on a été pris, voilà, reçu, et puis on était très contents, voilà. Et nous sommes restés, pour être précis, 3 ans et demi. Ah ouais. Tous sur place, vous viviez? Tous sur place, on vivait à Tokyo tous les 3. On était dans le quartier de Roppongi Ichume, qui est un peu le quartier des ambassades, et c'était très sympa. Tokyo, ça t'a surpris? Tokyo, c'est une ville fascinante. Alors c'est vrai que j'ai été accompagné par Florent, où j'ai écouté avec attention le podcast que tu as fait. Où Florent Dabadi qui a été longtemps, mais tu l'as dit, l'assistant de Philippe Troussier, qui est depuis 20 ans au Japon, qui a, paraît-il, ça je ne peux pas le dire, un japonais juste parfait, et qui nous a bien aidés dans plein de domaines, et notamment pour éviter les fautes de goût, qui peuvent être très nombreuses si on n'est pas bien paré dans un pays qui a des codes totalement différents des nôtres. Parce que Florent, il expliquait bien ça, justement. Il faut écouter le podcast numéro 9. Numéro 9, parce que c'est carrément... il nous fait découvrir le Japon à sa manière, qui est remarquable, parce que depuis 20 ans là-bas, il connaît tout. Et il est d'ailleurs très 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 connu, mais ça, il vous l'a pas dit. Ouais, c'est vrai. Quand je faisais du footing avec lui, tout le monde le reconnaît. Ouais, c'est une star. Oui, mais bon, il a assez de modestie, il va pas le dire. Et vous viviez tous les 3, vous avez tous laissé vos familles en France? Exactement. On était tous les 3 là-bas. C'était plus compliqué pour Cyril pour des raisons familiales. Moi, ma femme venait aussi assez régulièrement, comme Diana, la femme de Vaïd, et on se voyait régulièrement là-bas. Mais c'est vrai qu'il nous fallait découvrir le foot japonais, qui était quand même pour nous 8 heures de décalage horaire. On ne connaît pas vraiment les équipes. Donc à partir de là, au niveau découverte, c'était fantastique pour moi. Moi qui aime visiter, qui aime découvrir, il y avait une vingtaine d'équipes à voir, quelques équipes de Ligue 2. Sur le Japon, pour les connaisseurs, c'est 4 îles. Donc chaque fois qu'on allait dans des villes, et Hiroshima,
Hiroshima, je ne vous cache pas que j'avais envie de visiter cette ville. Quand j'allais à Sendai, qui était un club de Ligue 1, et qu'il y avait le tsunami, j'en ai profité pour faire un petit tour, de voir comment ça s'était passé. Et puis toutes ces villes de Kyoto, Le foot, ça te permet de ces voyages-là, justement. Ça permet de... T'es pas un touriste à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, si je vais voir un match et que le lendemain, j'ai rien à faire, je vais peut-être prendre une nuit supplémentaire pour rester dans la ville, pour découvrir, alors que le lendemain, c'est mon dimanche. Donc ça me permet d'observer toutes ces villes, et peut-être aussi de bien comprendre. En plus, j'avais la chance chaque fois de me déplacer avec un interprète, donc ça me permettait... C'est ça, c'est ce que j'allais demander. Vous avez chacun votre On interprète. avait un interprète à disposition, pratiquement. Goon, qui avait bien sûr, c'était son métier, mais qui avait sa famille à Hiroshima, donc ça nous permettait d'avoir accès à tout un tas de choses et qui nous permettait de visiter, parce qu'il y a tellement de choses à voir, ce serait dommage de passer à côté, quoi. Ce qui ne nous empêche pas, bien entendu, de bien faire notre métier, parce qu'une sélection, on n'avait pas l'entraînement tous les matins. Donc c'était que de temps en temps. Donc on avait 2 types de joueurs à voir. Les meilleurs joueurs qui jouaient en Europe, on allait dire une 15, une vingtaine, et puis les autres qui étaient au pays. Donc on avait 2 missions, de voir parfois, alors ce qui était aussi sympa en Europe, parce qu'on allait voir des joueurs qui étaient à Southampton, comme Yoshida, qui est toujours le capitaine de l'équipe. Il y avait 12-13 joueurs en Bundesliga, Kagawa à Dortmund, on avait Honda au Milan AC, Nagatomo à l'Inter de Milan, on en avait un peu partout. Donc on faisait l'Europe, où on allait voir des joueurs en Belgique, au Portugal. Donc on était partout sur des belles équipes. Et quand on n'était pas en Europe en mode visite, on était au Japon en mode visite pour les joueurs japonais qui étaient susceptibles de compléter l'effectif. Parce que les meilleurs, bien entendu, c'est ceux qui étaient en Europe. Et donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs à voir et surtout énormément de joueurs à voir en vidéo. Parce que tout au long de la semaine, on allait à la fédération tous les jours. C'est ça, tu avais ton bureau à la fédération. On avait notre bureau à la fédération et tous les jours, on avait le planning fallait voir tous les joueurs qui avaient évolué en Europe quand on était à ce moment-là à Tokyo. Donc c'était une lourde charge d'observer tous ces joueurs, voilà. Et quand on venait en Europe, on allait carrément à la rencontre des joueurs pour des échanges. Et c'est un métier passionnant, hein. Et puis il y a eu des résultats quand même. Ça s'est super bien passé. C'était super bien passé. On s'était qualifié. Il y avait 3 équipes asiatiques. Donc nous on avait fini premier parce que c'est une longue épreuve, hein. On avait fait une première poule où il y avait 10 matchs, une deuxième, oui c'est ça, et puis après une deuxième poule il y avait encore 8 matchs, donc ça faisait 18 matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde, donc c'était quand même assez important, quoi. Et une obligation totale. Une obligation dans la mesure où ils se qualifiaient tous les ans. Eux ils ne nous ont pas fait venir pour nous qualifier, ils nous ont fait venir pour passer le premier tour. Donc on avait quand même la pression de se qualifier, on s'était qualifié à la fin, même si on était en tête. Et c'était la deuxième équipe qualifiée était l'Arabie Saoudite, je me souviens. Et la troisième au barrage, c'était l'Australie. Voilà. C'était pour la dernière Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde qui avait eu lieu 2018 en Russie. Ouais. En Russie, voilà. Mais pas... quelques mois avant, 3 mois avant, après un match en Belgique, il me semble, je me souviens parce que quand j'ai appris ça, notre limogeage. J'étais à ce moment-là en train de superviser Okazaki à Leicester, entraîné par Claude Puel. Ah ok, incroyable. C'était assez incroyable, quoi. Et donc quand Claude m'a ramené, j'ai dit j'ai une nouvelle un peu surprenante. D'ailleurs le lendemain, je devais observer Arsenal Southampton pour observer Yoshida. Et du coup, je savais plus ce que je devais faire parce qu'on a été remercié à ce moment-là. Et vous, tu t'y attendais pas du tout? Moi, je m'y attendais pas vraiment, même si je sentais qu'il y avait quelques petites tensions. Donc voilà. Ok, et donc 3 mois avant la Coupe du Monde. 3 mois avant la Coupe du Monde, arrêt total, donc grande déception. Alors 3 ans et demi on a fait 3 ans et demi. En pensant on a fait que ça. On a fait que ça, et puis surtout, il y a eu des résultats, quoi. Il y a eu des résultats. Il y a eu des joueurs qui se sont imposés, des joueurs que nous avons découverts, que nous avons lancés. Donc ouais, c'était violent, hein. C'était violent. Ça, c'est le foot aussi. Hein. Et comme moi, je suis assez positif, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Et 3 mois après, Claude Puel m'appelle pour éventuellement devenir son assistant à Leicester. Je supervisais déjà Yoshida à Southampton, et vous n'êtes pas sans savoir que Claude Puel, au départ, quand il a sa première expérience, c'était justement en Première Ligue à Southampton. Donc, même si on se connaissait depuis de nombreuses années, parce qu'on a le même âge, et qu'on s'est rencontrés à de nombreuses reprises quand il était à Monaco, moi à Sochaux, ou à Marseille, ou ailleurs. Et donc, on avait créé un lien par rapport, je lui donnais des informations sur les joueurs après leur match, et lui me faisait part de leur état de forme, quoi. Donc, le côté un petit peu encore de circonstances ou de je ne sais pas ce qu'on doit dire, était qu'à ce moment-là, j'étais dans le bureau de Claude Puel. Quand Vaïd m'appelle pour me dire qu'on est remercié.
Et donc je rentre en France et j'étais quand même bien plus que déçu, voilà. Mais t'es retourné au Japon quand même. T'avais toutes tes Oui, je suis affaires au Japon retourné, pour aller chercher voilà, tes je suis études. après mes affaires, j'ai organisé une petite soirée, voilà quoi. C'est comme ça. Et là-bas aussi, tu as côtoyé, c'était en même temps qu'Éric Momberts. Eric s'occupait, il a fait 3 saisons que les gens ne s'en rendent pas toujours compte. 3 saisons remarquables dans le club de Yokohama. Yokohama, qui est un club qui est à 30-40 km de Tokyo. Ouais, une petite ville, non, c'est la deuxième plus grande ville du Japon La qui est petite collée à ville, Tokyo. c'est Ouais. collé à Tokyo, c'est comme si à Paris-Lyon à Ouais, 30 ouais, km. c'est Quoi. ça, c'est fou, Et ça. dans une. Voilà, donc on se voyait régulièrement parce que moi j'avais été visiter tous les clubs japonais. Et bien entendu, Yokohama, ça me faisait plaisir parce que j'étais un peu chez moi avec Eric, qui avait, il me semble, 1 ou 2 joueurs qui étaient susceptibles de de la nous sélection. intéresser, qu'on avait sélectionnés. Donc j'avais été passer chaque fois. Vaïd m'avait demandé de passer une journée dans les clubs. Donc c'était super sympa d'aller passer une journée dans les clubs, quoi. De voir le fonctionnement, le camp d'entraînement, discuter avec les entraîneurs, faire du relationnel. Non, c'était sympa, ouais. C'est là où, quand même, le Japon, plutôt malin. Quand je vois tous les noms d'entraîneurs qui ont été au Japon, ils n'ont pas pris n'importe qui. Hein. Entre Wenger à l'époque, Troussier, Ali Lodic, Momberts. Non, et puis les gens qui sont passés, il faut reconnaître, ils ont eu des résultats. Eric, 3 ans, parce qu'ils sont bien tous gentils, mais si ça va pas, vous êtes remercié au Japon comme vous pouvez l'être dans n'importe quel pays du monde. Donc il a fait 3 ans. Magnifique, je crois que ça s'est très bien passé pour lui en plus à Melbourne, mais des fois on a l'impression que ça passe un petit peu dans l'anonymat. Ouais. Alors Ouais, que c'est faire vrai, 3 ans là-bas, c'est quand même un exploit ce qu'il a fait au niveau des résultats. Ça, c'est un peu la France, non? Quand même, en règle générale, quand on ne regarde pas trop ce qui se passe à l'étranger, justement, ces résultats des entraîneurs français à l'étranger, on se dit, ouais, ok, il était au Japon. Non, on ne fait pas l'analyse de Non, et puis le le travail Japon, qu'il a c'est pas fait. un championnat qui est suivi. Et puis quand on est au Japon, on est un peu déconnecté, par exemple, de la Champions League, parce qu'il y a 8 heures de décalage horaire. Donc, Ouais, on n'est pas dans ce foot européen. Ouais. c'est-à-dire qu'au départ, on se lève la nuit, puis un peu moins, et puis après, on regarde le résumé, puis après, on est moins connecté. Et puis progressivement, on a tendance un petit peu à moins le faire. Et eux, ils sont pas non plus des acharnés de ce football. C'est pour ça que le football japonais, lui, c'est un football chevaleresque. Bien sûr qu'on ne va pas plonger pour obtenir un penalty. Il y a moins d'intensité, moins d'agressivité, moins de notion de combat. Et c'est là que Vaïd était important justement pour, et il l'a d'ailleurs bien fait, pour apporter ce plus qui était certainement nécessaire au football japonais. Ah ouais, ça, on s'en rend compte. On s'en rend compte, on s'en rend compte. Et comme les Japonais sont assez... ils aiment bien garder leur fonctionnement, c'est pas toujours évident de modifier des choses. La chance qu'on avait, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs en Europe qui, eux, étaient confrontés avec d'autres entraîneurs et qui leur permettent d'amener ce plus. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un de soit plus agressif et il va pas le devenir quand tu lui dis. Moi, je voyais des matchs très serrés à 0-0 où il y avait peut-être un penalty, mais le joueur, et surtout, aucune simulation, quoi. Aucune contestation avec un arbitre. Pour les arbitres, c'est remarquable d'arbitrer au Japon. Vous pouvez jamais avoir le moindre problème. Hein. Je sais même pas s'ils ont besoin de carton parfois, parce qu'ils les utilisent pratiquement pas. C'est le côté sympa. Ouais. Le Japon, t'as adoré comme expérience. Bah oui, j'ai adoré, que ce soit la cuisine, les parcs, ouais, t'aimais bien, ville. tu te sentais... Tokyo, c'est une ville tellement gigantesque qu'on a l'impression que c'est plusieurs petites villes dans la même grande ville, quoi, avec chacun sa spécialité. Akihabara, c'est l'informatique, il y a un autre côté, c'est les magasins, il y en a un autre, Shibuya, c'est chaud bouillant, il y a un monde pas possible. Non, c'est... Et tu te baladais, t'aimais bien te balader là-bas moi, à Tokyo le soir, partout où je suis allé, dans ma carrière, j'ai toujours eu des vélos. C'est ma spécialité. Ah ouais, t'es connu pour ça. J'ai mon vélo partout. et je voulais aussi savoir, niveau... management, est-ce que, voilà, j'imagine dans chaque expérience, tu apprends des choses et est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à savoir, ok, ça je l'ai pris là et je l'ai réutilisé là? Il est certain que déjà, le management a évolué. Il me semble qu'il est plus transversal, on est plus bientôt dans la bienveillance, dans l'écoute active, dans la proximité, le côté tactile. On peut le voir chez tous les entraîneurs, hein, les Guardiola, les Klopp, même Didier Deschamps, ce côté on doit peut-être plus négocier, argumenter, écouter, tout ça. Alors qu'avant, c'était plutôt un petit peu vertical et tu fais ce que je te dis et surtout, tu dis rien et écoute bien ce que je te dis, sinon tu vas pas vite passer sur le banc. Et je crois que ça c'est fini, il y a des nouveaux codes. Donc ça, c'est un peu partout dans le monde, peut-être encore plus chez nous en France. Mais il y a des choses, bien entendu, au niveau de la patience, au niveau des codes, par exemple, aux Émirats. Je sais qu'il y a la prière, donc c'est des choses
où il faut se respecter. Et ça, c'est bien entendu tout un tas de choses, de prières, ou dans le vestiaire, ou de codes. Il y a le ramadan à intégrer, ce qui fait que le ramadan qui va commencer bientôt, ben, j'ai un œil bien sûr différent peut-être de certains entraîneurs qui n'ont pas été dans ces pays. Et Donc oui, j'ai appris des choses. Peut-être la patience, qui n'est peut-être pas une de mes grandes spécialités. Avec le temps, je pense que ça s'est un petit peu normalisé, je veux dire. Et au Japon, par contre, ce qui devait être plus difficile, c'est ça, faire passer tes messages avec un traducteur. Toi, comment tu l'as vécu, ça? Parce que, justement, Florent Dabadi, qui parlait du Japon, il disait la base, c'est qu'il faut un entraîneur qui accepte et qui soit à l'aise avec un traducteur. Parce que, justement, toi, tu disais quelque chose, tu ne savais pas exactement ce que le traducteur allait te dire. Ouais, il y a un peu ce jeu-là qui est difficile. Deux cas différents. Avec les joueurs, les Japonais qui évoluent en Europe, je parlais en anglais, en direct, sans passer par un traducteur. Par contre, les Japonais qui n'ont pas quitté le pays, j'utilisais les compétences de notre traducteur. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Encore que sur le terrain, on peut démontrer, c'est plus facile sur le terrain pour expliquer, pour démontrer. Mais c'est vrai qu'on est obligé de passer par le traducteur. Et tu adaptes ton discours pour que le traducteur, pour simplifier quelque chose, pour que le traducteur, ou non, ou toi, tu dis ton... Moi, je dis, puis il traduit. Ouais. Et puis de temps en temps, on a des échanges parce qu'on est toute la journée ensemble. Donc au bout d'un moment, il perçoit ce que le traducteur, il perçoit, parce que Vaïd avait son traducteur et nous, on avait aussi un traducteur. Donc voilà. Et dans notre staff, on avait un entraîneur espagnol qui avait aussi son traducteur, qui était l'entraîneur des gardiens. Alors ce qui fait que ça peut être long, parce que si l'entraîneur est trop long, il y a la traduction, ça fait double emploi, ça fait double temps. Donc il faut essayer de verbaliser. Tu raccourcis un peu ton discours. Il faut justement raccourcir pour aller au plus efficace. Et après, donc... Puis après, écoute, Claude me demande de l'accompagner à Leicester. Mais ce qui était aussi, il faut le signaler, c'est que quand on va en Asie, donc avec l'équipe nationale, je regardais sur la carte quel pays je n'avais pas visité. Ouais, c'est vrai que tu voyages partout. Entre le Vietnam, l'Iran, à Téhéran, les Émirats, le Koweït, le Cambodge à Phnom Penh, Hong Kong, Macao, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, à Kuala Lumpur, je sais pas moi, le Qatar, Doha, le Koweït, l'Oman. Enfin, bon, en deux mots, on commence à bien maîtriser l'Asie, quoi. Ouais. Entre les Émirats et le Japon, avec tous ces matchs amicaux, c'était quand même des découvertes assez extraordinaires, quoi. Et en général, tu restais, ça dépend, mais 2-3 jours, ça allait dépendre. Partout où je vais, moi, je fais pas de sieste, c'est-à-dire que quand on est pris toute la journée, donc là, bon, y a pas, on fait notre job à 2000%, bien entendu. Mais si j'ai une petite fenêtre de 2 heures à 4 heures où les gens font la sieste, je vais plutôt faire une petite balade dans le coin ou au plus proche pour un peu peut-être m'aérer, découvrir, etc. Mais c'est vrai que quand tu es entraîneur, t'as pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il faut l'optimiser, quoi. Et donc après, Claude Puel te fait appel à toi. Donc là, j'arrive à Leicester. Donc là, c'était après la première. Claude Puel avait déjà passé une année là-bas. Il avait fait Southampton, où il avait eu de très bons résultats, et il a été demandé par le club de Leicester. Et moi, quand j'arrive, il a déjà fait une année, pratiquement une année. Donc je viens à la 2e année. Donc ouais, première ligue, incroyable comme découverte. La première ligue, ouais, ça fait rêver quelque part, la première ligue. Et puis après, on y est. Et puis, alors là, par contre, l'anglais, ça va vite, et l'accent, c'est pas un accent d'émiratif, donc ça va. Et puis, c'est pas des champions du monde prendre le temps de m'expliquer, quoi. Donc, il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et tout de suite, on attaque par les réunions, et le premier entraînement, il y a tous les joueurs qui sont là, quoi. Ouais, c'est pas que tu es arrivé dans ce processus, comme tu as fait avec Ali Lodzik au Japon ou avec Gernot Rohr, d'arriver avec lui pour le début d'un projet. Là, tu étais en plein dedans, et ils avaient besoin de quelqu'un. Ouais, c'est voilà, ça. Claude Puel, il avait déjà ses habitudes. Il avait tout été acté, ils avaient fait une fin de saison intéressante. Claude avait remodifié l'équipe, il avait régénéré. Et d'ailleurs, l'équipe qui est actuellement en place, je regardais, la plupart des joueurs sont ceux que Claude a fait venir, à part quelques 2-3, mais tous ces gens, bon, il y en a qui étaient là depuis longtemps, les Kasper Schmeichel, les Wes Morgan, les Vardy, etc., les O'Brighton, mais il en a fait venir tout un tas, les Pereira, les Sunjoku, les Evans, les Tillmans, et tout ça, c'est sa patte, quoi. C'est lui qui les a fait venir, les Madison, c'est lui qui l'avait recruté, il en a fait venir tout un tas, quoi. Et toi le premier match, par exemple, je me souviens, c'était un vendredi, après la Coupe du Monde, un match avancé, et on a commencé à United.
Ah ouais. Donc, Mourinho était l'entraîneur de Manchester United. On a perdu, il me semble, 2-1 en faisant un très bon match. Et le deuxième match était chez nous contre, il me semble, Wolverhampton, qu'on avait gagné. Donc, c'était lancé. Ouais. Et pourquoi, toi, c'était quoi le besoin qu'il avait, Claude Puel? Il y a une personne qui est partie de son staff ou Oui, il a rajouté Pascal quelqu'un? Planck avait quitté le club. Et puis, je le remplaçais, voilà. Poste pour poste. Poste pour poste, oui, pratique. Oui, c'était ça, encore que lui, je pense que il s'occupait. Oui, non, c'était poste pour poste, il me semble. C'était à Southampton que Pascal s'occupait aussi des blessés, etc. Mais bon, voilà, donc moi, on m'a demandé. Et là, tu te retrouves dans un gros staff, plus gros que ce que tu avais connu jusqu'à présent. On avait un gros staff avec l'équipe du Japon. Hein. Déjà, ok. On avait déjà du monde tout autour. Hein. C'était déjà des grosses machines dans l'organisation. Et puis l'organisation au Japon, c'est quand même ce qu'il y a de... Il est difficile de faire mieux, mais je me rends compte qu'à Leicester, c'est des gros staffs parce que c'est des grosses équipes qui ont des objectifs importants et qu'on se rend compte qu'on est tout de suite, dès les premiers entraînements, qu'on est dans une équipe de haut niveau avec des joueurs de haut niveau. Voilà. Et que là, ça va vite, que les joueurs, et c'est ce qui est bien aussi à l'étranger, c'est qu'on n'a pas besoin, de motiver les joueurs, et la discipline, on n'en parle pas, parce que tout le monde respecte ce qui est prévu. Il y a un respect de l'institution qui est assez impressionnant, peut-être qui est exemplaire à l'étranger, et où on a encore des progrès à faire en France. Ah ouais, tu sens un petit dit. Ouais, je le sens. Je le sens, il y a l'investissement et le respect de ces institutions qui est très très important. Ouais, c'est vrai, tu as vu, le mot institution, il est plus présent à l'étranger, et l'institution du Real Madrid, l'institution des clubs. Ici, on ne parle pas vraiment d'institution, et je pense que c'est moi, je l'ai vécu, donc je peux en parler. Hein. C'est pas des on m'a dit, quoi. Moi, je l'ai vécu dans des situations particulières. Leicester, voilà, quoi, c'est très important, quoi. Même à Trabzonspor, on sent que le club il est au-dessus de tout. Voilà. Et qu'il y a un respect des joueurs ou qui ne jouent pas ou qui peut avoir des états d'âme, et ben, il les garde pour lui. Et Leicester, sympa comme ville? Une ville qui est à 1 heure de Londres, où il n'y a rien d'extraordinaire. Une petite ville très sympathique d'ailleurs, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'était sympa, c'était une proximité. On habitait en plein centre-ville, 1 heure de Londres. De temps en temps, s'il y avait un jour de repos, je prenais le train et un vélo. et je pouvais aller me balader. Et puis aller voir des matchs aussi. Donc ça a été très sympa aussi d'aller observer des matchs en Angleterre. Donc c'était une très belle aventure. Et puis là, ils ont fait un camp extraordinaire qui a été fait par le président, qui l'avait prévu et qui a eu ce fameux crash d'hélicoptère. Voilà. Ouais, ça, vous étiez là-bas. Nous, on l'a côtoyé régulièrement. Claude, bien entendu, plus souvent que moi. Claude a même pris l'hélicoptère avec lui. C'était un drame. Et ça a été le drame de cette année-là où Claude a géré cette période qui était incroyablement difficile à gérer. On est retourné à l'enterrement à Bangkok. Et Claude a dû gérer tout ça avec... c'était du lourd, quoi. Là, et le match qui s'enchaînait. Et le match qui s'enchaînait, on avait joué à Cardiff. La semaine suivante, nous avons gagné. Et de Cardiff, nous avons pris un avion privé pour aller à l'enterrement. Et nous sommes restés là-bas 3-4 jours. C'est ça, mais le foot qui doit continuer, c'est cette pression du coup, tu ne peux pas laisser un jour... Donc là, il y a des joueurs qui s'entraînaient, d'autres qui ne s'entraînaient pas, d'autres qui étaient très perturbés parce qu'ils avaient un lien... particulier avec le président, et le fils qui a repris la suite a souhaité continuer dans le même fonctionnement que son père. C'est pour ça que le camp d'entraînement est sorti de terre il y a peu de temps et qui fait partie des plus beaux du monde, voilà, et qui a le nom du père. Voilà. Et là, vous avez fini la saison? Non. Non, on a été remerciés, il me semble, en février. Est-ce que c'est... Après, on va bientôt arrêter, mais il y a trop de sujets qui me viennent, mais est-ce que c'est difficile psychologiquement de se faire licencier? C'est jamais très agréable, hein, c'est quand même des chocs émotionnels. Ça, on ne le vit pas quand on est une personne normale. Quand c'est les autres, on pense que c'est pas très grave entre nous. Hein. Ah oui, non, mais ça fait partie. Actuellement, sur 20 entraîneurs de Ligue 1, cette saison 2020-2021, la moitié, 50% des entraîneurs ont été remerciés. 10 sur 20 ont quitté leur poste, mais pas que les 10, il y a aussi les staffs. Donc quand c'est les autres, on dit oui, c'est des choses normales, mais quand on le vit, c'est pas tout à fait la même chose d'une manière émotionnelle. Moi, je me suis jamais fait licencier, et vous, c'est votre quotidien, pas votre quotidien, mais il y a cette relation avec votre club. Vous savez que vous avez. Je dis pas qu'on s'habitue. Ouais. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire des choses, d'apprendre pour avoir, si ça arrivait, que ça soit moins violent ou peut-être plus confortable, même si ça l'est jamais vraiment. Mais ça permet peut-être d'avoir d'autres choses dans sa vie, parce que c'est quand même... Moi, la première fois que j'ai été remercié,
L'année d'avant, j'avais été élu entraîneur de l'année en Ligue 2. À Beauvais, j'ai eu des résultats exceptionnels. On a failli monter en Ligue 1 après avoir été en National. J'étais l'entraîneur courtisé par beaucoup de clubs. J'ai signé à 3 pour la Coupe d'Europe et 6 mois après, je t'ai remercié. Donc là, c'est d'une violence extrême et on ne sait pas si on va se remettre. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses à faire, notamment avec le syndicat, l'UNICATEF, pour justement accompagner les entraîneurs remerciés. Et donc après, tu as décidé de suivre Claude Puel, ou en tout cas, tu étais dans cette aventure-là avec Claude Puel. Ouais, puis après, Claude a souhaité que je l'accompagne à Saint-Étienne. Et puis, moi qui suis de la Loire pour être natif de Roanne, je m'étais dit pourquoi pas. Et puis, mais pourquoi pas, il revient. Ben oui, pourquoi pas à Roanne, ma mère était contente. J'ai failli y venir en tant que joueur, ça s'est jamais réalisé. Et c'est à cet âge-là, entre guillemets, que je deviens dans un club qui est mythique et qui a une saison compliquée pour différentes raisons. Mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Et ça va le faire. Qu'est-ce que tu dirais à un entraîneur qui hésite avant de partir à l'étranger ? Déjà, il faut savoir que si familialement, comment il voit ça ? Est-ce qu'il est organisé pour y aller ? Est-ce que tous les clignotants sont au vert pour pouvoir être disponibles et vivre là-bas ? Je lui conseillerais de le faire, d'aller entre guillemets, pas en repérage, mais de voir les gens et de ne pas toujours juger au premier abord. Je crois qu'on vit chaque fois des expériences magnifiques. Il n'y a pas une expérience où je me dis pas, j'ai aucun regret, jamais. J'ai trouvé que c'était chaque fois et j'ai gardé j'ai appris, j'espère que j'ai transmis, que j'ai partagé, ça j'en suis à peu près certain, et qu'on a été content de moi, c'est quand même la priorité. Après, c'est des expériences qui permettent d'évoluer, de grandir et de nous apporter un plus qui nous est utile toute notre vie, voilà. Et puis surtout, s'il vous plaît, mettez-vous tous aux langues. Parce que ça a été peut-être un des points faibles de l'entraîneur français, alors que la formation qui est transmise est exceptionnelle. Donc voilà, pour répondre à ta question, je leur conseillerais vivement de tenter les aventures. Et après, on ne sait jamais où ça s'arrête, parce que c'est de connexion en connexion qu'on devient un petit peu international. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Déjà qu'on finisse bien la saison quand même en vert, et que ça se termine bien, et puis que ça continue, quoi. Merci beaucoup, Jackie Bonnevet. Merci Hugo pour m'avoir invité. Non, avec plaisir, et j'espère qu'on se reverra bientôt, et j'espère que vous allez bien finir la saison là. Merci. Jackie, en véritable amoureux du foot et du voyage, compte encore aller à la découverte de nombreux terrains. En acceptant d'enregistrer cet épisode et de nous raconter son incroyable expérience dans le monde du football, il nous fait un véritable cadeau, lui au naturel si discret. C'est grâce à des entraîneurs et formateurs comme lui, travailleurs de l'ombre, que la formation à la française est à ce niveau aujourd'hui. Merci encore pour ce moment de partage, Jackie, et allez les Verts! Voilà. Vous venez d'écouter le 13e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt!